Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On sait que la maison Répit Dépannage de la Chrysalide est en pleine campagne de financement. Alors, avec grand plaisir, je reçois le président d'honneur de cette campagne de financement, M. Richard Perron. M. Perron, bonsoir. Allô? M. Perron, merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. La maison Répit Dépannage de la Chrysalide, ça vous tient à cœur beaucoup. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est un peu une histoire familiale. Oui, parce exactement. que ça commence avec l'implication de mon père il y a une trentaine d'années au Téléthon de la paralysie cérébrale. Voilà. Il avait ramassé un montant record d'argent à cette époque et il s'était lié d'amitié avec Rémi Mailloux. Alors à un moment donné, on l'a approché au niveau local pour s'impliquer dans une maison de répit dépannage, je crois une des premières au Québec. OK. Et puis, il y a 25 ans, mon père avait offert la maison. Alors, c'est ça le point de départ de notre implication. Oui, puis il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est important, M. Perron. Des fois, les gens peuvent dire, « Ah, ben là, moi, j'irai pas parler que mon père a donné ci, a donné ça. » Oui, il faut le dire. Il faut le dire parce que on le sait que la famille Perron s'est impliquée beaucoup depuis des décennies, que ce soit Jean Perron, que ce soit Michel Perron. Cette famille-là s'est impliquée. Puis il faut le dire que la maison Répit Dépannage, la Chrysalide, c'est votre père qui l'a acheté puis qui l'a donné. Effectivement, il y a 25 ans, mais j'irai un petit peu plus loin que ça, parce que moi, sur le plan personnel, il y a le don en argent qui est important, puis aujourd'hui, on est là pour solliciter les gens, encore une fois, parce qu'il y a des besoins, mais en même temps, quand on peut transmettre un autre genre de don, puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer quand on me l'a demandé cette année, parce que mon père, il y a environ 25 à 30 ans, m'a donné un autre don qui est inestimable, c'est celui de me rapprocher des personnes qui vivent avec des handicaps mentaux ou physiques, ou les deux. Et on sait que c'est pas facile, c'est pas évident, puis que là, heureusement, la société évolue. On a des rampes pour handicapés, on a des stationnements pour handicapés un peu partout. Oui. Là, on a une maison répit dépannage ici à La Sarre qui vient en soutien aux parents qui ont besoin à un moment donné d'un petit peu de relâchement. Puis, c'est ce don-là de donner non seulement de l'argent, mais de donner de soi-même. Puis, il y a tellement de bénévoles qui entourent ces causes-là. Oui, puis c'est important ce que vous dites aussi, M. Perron, parce que je recevais ici M. Vézo, le président. Je recevais en même temps Mme Pierrette Mailloux, qui est directrice générale de cette maison-là. Puis quand on dit que maison répit dépannage, on veut donner du répit à des personnes qui sont 24 heures par jour avec des personnes handicapées. Puis, ils ont le droit de vivre. 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est ça. Et puis, quand on dit qu'il y a un manque à gagner de 237 000 à cette maison-là, le budget annuel étant de 375 000 puis elle reçoit juste 138 ou 139 000 donc il y a un gros manque à gagner. Et vous le dites si bien, cette maison-là, il faut qu'elle existe, elle a sa raison d'être. Alors, c'est pour ça que vous vous êtes impliqué aussi comme président d'honneur, puis je vous en félicite également. Comment on vous a approché pour ça, M. Perron? Bien, c'est justement Jean-Marie et Pierrette Mailloux qui m'ont invité à déjeuner un matin pour me parler de leur projet de campagne de financement. Et ils m'ont approché en me disant qu'ils étaient à la recherche de montants extraordinaires cette année pour leur campagne parce qu'ils ont des besoins, grandissants. Voilà. Ils ont une clientèle maintenant qui déborde de La Sarre. Il y a une clientèle qui vient d'un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Alors, ils m'ont simplement demandé si je voulais m'impliquer. Puis, c'est sûr que j'ai pas hésité là, par le lien familial, mais en plus, la cause est tellement belle. Oui, c'est une très belle cause. Puis, j'ai posé la question à M. Vézo et à Mme Mailloux, et je vous la pose également, parce que quand vous venez de dire ici que cette maison-là déborde les frontières de l'Abitibi-Ouest,
c'est rendu une maison qui dessert l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous allez étendre votre campagne de financement avec vous comme président d'honneur en dehors des frontières de l'Abitibi-Ouest? Je dirais que oui. Peut-être pas massivement, mais c'est sûr que on veut déborder vers les compagnies qui sont de Rouyn-Noranda, oui, Val-d'Or, Amos, etc. Les compagnies minières, par exemple, qui viennent souvent aussi prendre leurs ressources, leur main-d'œuvre dans notre secteur. Puis je pense que oui, c'est de bonne guerre maintenant de déborder de l'Abitibi-Ouest pour les entreprises, aller solliciter ailleurs. Exactement. Il y a, quand M. Vézo il me disait ici en entrevue que c'était rénovation ou agrandissement, dépendamment de la campagne que vous allez, qui se mène actuellement en 2015, qui s'échelonne jusqu'à la fin décembre 2015. Rénovation ou agrandissement. Et je voyais dans les yeux de M. Vézo et dans les yeux de Mme Mayou que le mot rénovation, là, ça cadrait pas tellement. C'est pas ça qu'on veut. On veut agrandir parce que les besoins sont criants. Puis on veut pas juste rénover, on veut agrandir. C'est ça le but premier. Oui, l'agrandissement permet non seulement d'offrir à une plus grande clientèle, mais elle permet d'agrandir les espaces où il y a une clientèle qui habite presque en permanence. Il y a des gens qui sont là en permanence. Donc, c'est normal de vouloir améliorer leur qualité de vie exactement. Au niveau espace salon, au niveau espace. Alors que c'est sûr que le projet qui nous tient à cœur, c'est de ramasser suffisamment de fonds pour être capable d'agrandir la chrysalide pour la clientèle et pour la qualité des soins. L'objectif de cette campagne-là, financement? C'est un objectif de 50 000 $. Et puis, à date, ça va très bien. J'ai pas les derniers chiffres, mais on s'approche tranquillement là, du 50 %. Alors, il reste encore un travail à faire, mais on a encore plusieurs entreprises qui n'ont pas été approchées. Donc, on est confiant, mais on invite les gens, la population aussi, à piger dans leur réserve de générosité. C'est bien dit, ça, exactement. Monsieur Perron, vous avez ouvert une porte, puis je vais en profiter. Parce que quand vous dites aujourd'hui, pour les handicapés, il y a des stationnements. On a fait des stationnements là, dans les centres d'achat, etc. Là. Bon, on a fait ça. On a fait des rampes pour d'accès à plusieurs commerces, à plusieurs entreprises. Est-ce que, il y en a de fait, mais est-ce que vous, honnête, je sais que vous êtes honnête et vous allez le dire aussi, est-ce que il y a beaucoup d'autres choses à faire? Est-ce qu'on est rendu au point où on en a fait, mais on devrait en faire plus? Oui, probablement qu'il faudrait parler à des spécialistes de mobilité pour connaître de façon plus pointue. Moi, mon désir, pour répondre à votre question, ce serait, si j'avais un souhait qui pouvait se réaliser, c'est trouver une façon pour que la population en général et la population handicapée se rapprochent. Parce que c'est sûr que souvent encore, on voit des gens qui sont lourdement handicapés puis on ne sait pas comment agir avec eux. Ça, c'est vrai. On ne sait pas. On a un malaise qui s'installe. Et c'est ça que mon père, moi, me transmet. Parce que mon père était le premier à admettre qu'il voyait un handicapé puis il détournait un peu le regard. Étant gêné de faire un contact avec les gens. Alors que ces gens-là ont besoin d'un contact. Oui, parce que ces gens-là, moi, je le dis tout le temps, ces gens-là ont besoin de vivre avec nous autres. Ces gens-là, on les a sortis du placard, puis ils s'intègrent à la société, puis ils ont le droit d'être avec nous autres. Ils ont le droit d'être Comment on peut faire ça? Je regarde, j'ai une de mes filles qui joue du piano, était en visite aux fêtes. Elle a offert de venir jouer des cantiques de Noël pour les gens qui étaient en hébergement à la chrysalide. Oui. Et puis on voit des gens qui, avec un petit peu d'animation, qui viennent vers nous, qui soudainement, je pense que c'est le petit Julien que j'osais pas approcher au début, mais à force d'aller, là, il vient, puis
qui peut m'approcher et donner des caresses. Il adore donner des caresses. Alors, pour moi, ça, c'est une façon. Mais comment faire ça? C'est juste d'organiser activités pour amener les deux populations ensemble. Et ça leur fait tellement plaisir également. En terminant, il reste à peine 15 secondes. Monsieur Perron, qu'est-ce que vous avez, une invitation à la population? Venez visiter la Chrysalide, informez-vous. Et puis, donnez généreusement à la Chrysalide. On a un grand besoin. Toutes les causes sont bonnes, mais celle-là, il faut venir voir la Chrysalide ou s'informer pour comprendre qu'elle est vraiment nécessaire dans notre société. Alors, on peut dire en terminant, M. Perron, la Chrysalide, rénovation ou agrandissement, c'est à la population de choisir à ce moment-là. Exactement. Merci beaucoup, M. Perron, de votre présence à cette émission et de votre implication également. C'est très apprécié. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Je la recevais il y a quelques années passées, puis elle venait nous parler de son oasis du bonheur. Alors, elle est rendue où aujourd'hui avec ce magnifique oasis? Et puis, les dossiers sont rendus où? Puis, est-ce que ça l'a grossi? Ça l'a sûrement pas diminué? C'est pas vrai. Alors, j'en discute avec la propriétaire de cette oasis du bonheur, Mme Stéphanie Rouillard. Madame Rouillard, bonsoir. Ben bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, ça me fait Madame plaisir. Rouillard. C'est très gentil à vous. Puis, là, moi, je veux établir une chose parce que là, vous m'avez un petit peu surpris. Elle emporte des artefacts en plus de ça. Puis ça, c'était pas prévu, mais je suis tellement content parce que moi, j'adore ça. On va demander peut-être au caméraman de faire un peu de gros plans. Moi, là, je vous les laisse expliquer. OK? Oui. Alors, moi, je vais les prendre, je vais les montrer à la caméra et puis vous allez nous expliquer ça. Ça, c'est quoi celui-là? Celui-ci, c'est celui que les gens reconnaissent le plus. C'est une pointe de flèche. Ça, c'est une pointe de flèche. On va essayer de... Bon, voilà. Ici, c'est une pointe de flèche. Ça, il faut dire, ça a été pris à quel endroit? C'est tous des artefacts qui ont été trouvés en Abitibi-Ouest, OK. sur la rivière du Parquet et le lac Abitibi. Ah, OK. Oui. Fait que ça vient tout de notre coin à nous. Oui. Un autre ici. Mais celui-là, là, il paraît qu'il Très est particulier. très spécial Oui. parce que, apparemment, elle fait des jaloux. Avec ça, on va... Oups, grouillez pas. On va la montrer. C'est parce qu'elle est glissante un petit peu. Oui. Il y avait de la neige Oui. tantôt. Oui, dehors, c'est Alors, la tempête. On va essayer de la montrer ici comme il faut. Bon, comme ça ici peut-être. Et le bout, on voit ici le bout ici. Bon, ça c'est quoi? Ça ici, c'est une pipe pour fumer, OK. du style Micmac. Ça, c'est, j'ai réussi à faire analyser ça avec l'aide de M. David Laroche, qui est archéologue chez Archéo 08 à Rwanda. OK. Puis, il manque le bout de bois qui sert à tenir? Oui. Puis ici, on peut remarquer qu'il y a un petit trou, là. C'est pour pouvoir la tenir, pouvoir la porter avec nous. OK. Oui, elle est presque intacte. À part ici, un éclat qui est parti, elle est presque intacte. Pourquoi vous me dites que ça fait des jaloux? Parce que c'est rare. Oui, exactement. Je pense que M. Laroche me dit que cette pièce-là, ils n'en ont jamais trouvé des aussi intactes et des aussi belles. C'est une pièce qui est très rare, comparativement au grattoir et aux pièces qu'on appelle les bifaces. Bon, on va en montrer un autre ici. Ça ici, ce serait quoi, Madame Un Stéphanie? grattoir. Un grattoir. Oui, qui pourrait servir à gratter soit le gras sur les peaux d'animaux, soit les os, le bois, qui pourrait se tenir dans la main. Ou, moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait le mettre comme ça au bout d'un morceau de bois. C'est le contraire. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis, on s'en servirait un peu comme si votre crayon serait le manche. OK. On s'en servirait pour gratter comme ça. Ah, OK. Ouais. Ah, mon Dieu. Fait que, ça en est tout ici, là. Oui. Ça ici, ça en est un autre. Ça aussi, ça en est un autre. Voilà. Puis, ça aussi. Puis, celui-là. Celui-là, M. Laroche pense que ce serait un grattoir, mais pour personne gauchère. Parce que c'est sûr que on peut pas, tu sais, c'est pas écrit nulle part. Hein, on peut pas vraiment le savoir, mais quand on le tient dans sa main,
on est vraiment confortable de cette manière-là. Ah, donc, c'est comme ça qu'il peut... OK, je vais le montrer à la caméra. Comme ça ici. Oui. OK, comme ça, là, on gratte. Oui. On gratte. OK. Fait que c'est bel et bien de la main gauche. On voit que c'est bel et bien en décor. On présume. On présume. Oui. Et gardez ça précieusement. Ah oui, et, pour moi, c'est des trésors. Ben oui. Des vrais trésors. Et un dernier, ça c'est vert un peu. Peut-être qu'on ne pourra pas tout le capter, mais c'est un calendrier qui date de 1986. 86, oui. OK. Peut-être que la caméra pourra aller... Oui, OK. On le voit bien. Alors, ça date de 1986, oui. Puis ça représente... Ici, c'est la pointe, ce que nous, on appelle les Blancs, la pointe aux Indiens qui se retrouve à Saint-Laurent-de-Galichon. Voilà. C'est le lieu de rassemblement depuis des milliers d'années des peuples amérindiens qui provenaient du Nord, qui provenaient des Lacs-Hurons. C'était vraiment un point central. Il y a eu un poste de traite pendant des années, des milliers d'années. Puis... ça a été déserté quand Iroquois Falls, ils ont fait le barrage, ça a monté le niveau de l'eau, donc ça a tout détruit. Je ne savais pas ça. Ouais, Parce que, moi, je suis passé très souvent là, à la pointe aux Indiens. Oui, moi aussi. Très, très, très souvent. Et puis, mais je ne savais pas que par rapport à Iroquois Falls, le moulin de papier qui est là, c'est ça? Bien, ils ont fait un barrage. Oui, ça le barrage fait augmenter l'eau. Okay. Je pense qu'ils se sont trompés dans le calcul. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Okay. Mais ils se seraient trompés dans le calcul. Ça l'a fait monter de plusieurs pieds le niveau de l'eau. Ça a tout détruit la faune du bord, sur le bord de l'eau. Okay. Donc, tous les animaux à fourrure sont partis. Donc, les Amérindiens n'ayant plus d'animaux attrapés, ils ont déserté le terrain. C'est pas... Moi, j'avais cru à la base que c'était l'occupation des Blancs qui les avaient fait fuir, mais non, c'est vraiment cette raison-là. Oui. Eh bien, on en apprend. Ah oui, c'est moi, pour ça que je vous ai invité ici, parce que j'ai dit, on va apprendre un paquet d'affaires avec elle. Bon. Madame Stéphanie, en 2012, moi, je vous recevais ici. Votre rêve commençait à se réaliser lentement, mais sûrement. Et puis, vous m'aviez parlé de l'oasis, du bonheur, etc. Puis pour vous, mais c'était un rêve qui se concrétisait. Où en est rendu ce rêve-là aujourd'hui? Mais en date d'aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans et demi, presque 2 ans et demi que le projet est en opération. C'est le 3e hiver, la 3e saison hivernale. Présentement, comme depuis le début, l'Oasis offre uniquement de l'hébergement. Mais moi, depuis le début, ce que je voulais faire avec mon Oasis, c'est d'inclure des forfaits guidés en nature. Parce que moi, je suis presque tout le temps dehors. Vous appelez à la maison, vous l'avez vu, je ne réponds pas au téléphone parce que je dis que je suis dehors. Je suis presque tout le temps dehors. Puis, mais il y a une chose qu'il faut dire, par exemple. Mais on ne peut pas vous parler là, Miss Mac. Vous nous répondez autrement. Tout le temps. Oui, ça, par exemple, c'est très important de dire oui. Puis, c'est ça. Fait que depuis le début, mais je me suis dit que, tu sais, dans la vie, des fois, il faut consolider la base pour gravir. C'est sûr. Donc, ça fait 2 ans. L'Oasis va super bien. J'ai acquis une routine. Et là, ce que je veux offrir 2 genres de forfaits. Ça va inclure l'hébergement. C'est que les gens vont pouvoir venir louer un chalet et vont pouvoir m'accompagner en forêt avec moi. Et je vais avoir une destination, qui est la construction d'un nouveau chalet à 1,5 km en forêt. Il y a un petit lac d'eau de source. Il n'y a aucune habitation autour. Il y a un bail de villégiature et cette année, je l'ai acquis. Donc, ça va être ce que moi j'appelle la cabane de la coureuse des bois. Ça va... Puis je suis certain, quand on parle de coureuse des bois, on sait c'est qui. Oui, effectivement. Oui. Puis c'est ça, fait que moi, je vais amener les gens avec moi en raquette. Ça va être, tout début, là, je vais faire un forfait hivernal. Ah, OK. Oui, parce que ce que je pense, tu sais, je vais parler beaucoup d'Européens, mais ça inclut aussi les Abitibiens, les gens de Montréal, tout ça. C'est juste que pour la clientèle européenne, c'est vraiment, on est les exotiques du Nord. Puis, c'est ça, je vais apporter les gens avec moi en raquette. J'ai l'intention de les fournir de l'équipement tel des bottes de poil de chez Fourrure Grenier. L'alliance n'est pas encore tout à fait faite, mais on tisse des bons liens, moi et Mme Grenier. Je vais lui fournir aussi des mitaines en fourrure, avec de la fourrure recyclée et les chapeaux de poil. Puis, je vais leur expliquer en forêt
les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les plantes, les arbres, toutes les connaissances que j'ai. Et quand on va arriver à la cabane, on va se faire un repas communautaire. Tout le monde participe. On va faire ça sur le poêle à bois ou à l'intérieur du poêle à bois. Vraiment quelque chose, un peu comme la colonisation, un peu comme vous avez probablement connu quand vous étiez jeune. Moi, la simplicité de ce mode de vie-là, là, j'aime ça. Ça me fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, on le sait. Le primitif, mais ça manque. Le primitif avec un peu de... Disons que on revient à l'ancien temps. Dans le temps qu'on prenait le temps de vivre. Eh mon Dieu, vous avez dit jamais aussi vrai qu'on prenait le temps de vivre. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps de vivre. Non. On est dans un mode de consommation et d'instantanéité. Et vous offrez là, quelque chose là, pour que les gens aient le temps de vivre. Exactement. D'où le lien avec l'occupation amérindienne, parce que moi, je vais expliquer la colonisation de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais tu sais, quand on regarde ça, l'Abitibi-Témiscamingue a 100 ans. L'occupation amérindienne a 8000 ans. Donc, je vais mettre beaucoup d'emphase sur l'occupation amérindienne. Puis moi, c'est ce qui vient me chercher. Je ne sais pas si vous croyez aux vies antérieures, tout ça, mais moi, je suis convaincue que j'ai déjà été une Amérindienne, à peut-être même plusieurs reprises, parce que je connecte tellement avec la philosophie des peuples ancestrales. Je vous dirais que je ne connais pas beaucoup tu sais, maintenant, il y a eu, quand les Blancs ont les réserves, tout ça, ça l'a fait... Je n'ai pas les mots pour expliquer ça, mais je n'ai pas assez de connaissances sur... C'est pas une problématique, c'est les faits d'aujourd'hui. Les faits, oui, justement. Mais moi, je connecte vraiment avec comment ces gens faites le lien, oui. un espèce de lien entre ce qui se passait antérieurement et aujourd'hui. Oui. C'est ça un peu? Oui, parce que dans le temps, on vivait en harmonie avec la nature, on y faisait attention, on ne possédait pas la nature, contrairement à aujourd'hui. Ça, vous dites tellement vrai. Ce que vous venez de dire, là, on faisait attention à la nature. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, je m'excuse de l'expression, mais on l'envoie promener la nature, pas à peu près. Là. On revient tranquillement, oui. Puis là, on revient tranquillement. Oui, je vois qu'il y a un retour aux sources. Mais il y a quand même du travail à faire, mais c'est vrai ce que vous dites. Alors ça, c'est un beau projet qui s'en vient chez vous, projet hivernal, cependant. Oui. Uniquement hivernal. Bien, pour tout de suite, oui, parce que ce que je pense, c'est parce que la grosse clientèle que j'ai qui aurait une... je ne sais pas comment dire ça, mais une envie folle de vivre une expérience comme ça, souvent, c'est les Européens. Parce que nous, le peuple d'Abitibi-Témiscamingue, on vit dans la nature. On a presque tout le monde un ami qui a un chalet en nature, un camp de chasse. Oui, exactement. Souvent, notre propriété est dans la nature. Fait que pour eux, les grands espaces, de voir la quiétude, d'arriver à ma future cabane, le petit lac tout seul qu'on entend juste, les wawarons, pas les wawarons, mais les grenouilles puis les huards, c'est d'une paisibilité et c'est ce qu'ils recherchent. Oui, puis là, c'est une chose que vous avez dit, c'est vrai qu'on veut revenir à la nature, parce qu'il y a simplement peut-être une décennie ou deux passées, on avait un camp de chasse qui servait pour la chasse. Point final, on allait en septembre le préparer pour la chasse. Après la chasse, en octobre, mi-octobre, c'était fini. On mettait le cadenas à la porte, puis on s'en allait pour jusqu'au mois de septembre. C'est différent maintenant. Hein? Et aujourd'hui, combien de personnes, encore moi, là, la semaine passée, une personne qui me disait, « Ah, mais regarde, en fin de semaine, on part le vendredi, puis on s'en va au camp de chasse, puis on va passer toute la fin de semaine. On est en plein mois de février, là. Alors, c'est rendu que les camps de chasse, aujourd'hui, c'est presque à l'année qu'on s'en sert, parce que les gens aiment s'en aller dans le bois. J'ai l'impression que ce phénomène-là se produit de plus en plus à cause que la société va vite. La consommation, l'instantanéité, on est submergé de publicité, de stimuli. De cette manière-là, c'est notre façon, je pense, de prendre du recul, puis de passer du temps en famille, puis de décrocher. Voilà. La nature, c'est l'essence, je trouve, la plus appropriée, justement, pour ça. On va, avec l'Oasis du Bonheur, il y a le chalet écologique. Il y a la yourte de Mongolie. Oui. Il y a le tipi moderne. Oui. Sentier pédestre. Il y a des affaires épouvantables dans ça. Puis moi, mon Dieu, que le temps passe vite, ça n'a pas de sens. Mais moi, j'aimerais juste,
qu'on parle un peu des trois, là, OK? Oui. Chalet écologique construit de vos propres mains. Oui. Vous êtes tout petite, comment vous avez fait ça? Ben, c'est le cœur. Ah, voilà, exactement. La Ben, plus belle réponse que je pouvais ben, avoir. mon père m'a donné un sérieux c'est coup de sûr, main, oui. sérieux coup de main, mais je me suis inspirée de mes grands-parents. Mes grands-parents OK. avaient construit la maison pièce sur pièce. Donc, j'ai construit le chalet pièce sur pièce. Avec 100 mètres de clous, j'ai trouvé que le métal et le bois qui était vert, peut-être joueraient ensemble quand OK. ils sécheraient. Donc, j'ai préféré mettre des goujons de bois vert. Fait que tout travaille ensemble en harmonie. Ah, moi, en tout cas, ça, il y a un site Internet, Oui, là, oui. en passant, de Oui. ceux qui veulent aller voir ça, parce que c'est vraiment... Oui. Puis, vous êtes écologique, parce que, Oui. parce que vous avez fait ça avec du recyclage, Oui, beaucoup de les fenêtres. recyclage. Monsieur Fortin, Guy Fortin, j'ai recyclé ses fenêtres de sa maison canadienne à Palmarolle. Elle était encore super bonne. Mais pour une maison comme la sienne, il était temps de les changer. Mais moi, je trouvais que c'était du cèdre et le cèdre était encore de bonne qualité. Donc, il m'a les échangés et comme je vous ai donné ce matin, je lui apporte du poisson fumé. J'échange des services comme ça. Là, je vais le dire. Je vais le dire parce qu'un matin, elle est arrivée en studio avec de la truite fumée. Oui. Puis là, ben, je suis en chicane avec mon caméraman pour essayer de dire que lui, il n'en mange pas, parce que moi, je vais avoir les deux Non, le morceaux. partage. Mais là, elle veut pas, c'est le partage, puis le caméraman, il est là, puis il rit en arrière, puis il me dit, regarde, je vais avoir mon morceau, moi aussi. Tout à l'heure, on va chicaner, on va le tirer à pile ou face tantôt. Ensuite de ça, il y a la yourte de Mongolie. Oui. Ça aussi, c'est Oui, extraordinaire. c'est une Puis, puis moi, là, juste, parce que le temps passe très vite, dans ça, là, c'est, tout est manuel. La pompe à l'eau dans le chalet, Oui, là, oui, oui. Moi, c'est pour toilette prendre également qu'il y a conscience, là-dedans, que les gens douche. prennent conscience de la consommation d'eau. Je voulais que les gens forcent un petit peu. Vous voulez prendre plus d'eau, l'eau, elle est là, mais forcez un petit peu. C'est pas dur, pomper l'eau. C'est un peu, j'imagine que vous avez connu ça, les pompes manuelles, là, en fonte. Mais je me dis, plus vous en prenez, ben plus que vous travaillez. Puis, la douche, Ça, en tout cas, c'est bien moi, je vous réfléchi. invite à aller voir mon site Internet. Il y a une vidéo à la page accueil et ça démontre tout le procédé. Oui, parce que c'est vraiment extraordinaire. Prendre une douche dans la nature comme ça, là, puis c'est vrai qu'on se lave vite, mais c'est marqué. Ben moi, regardez les cheveux que j'ai, là. Moi, j'avais une réserve d'eau, là. Je lave mes cheveux, puis j'en ai amplement. Puis je l'arrête pas pour me savonner, là. Bon, Du tout. Puis, il y a le fameux Tipeee moderne. Oui. Il y a des services offerts aussi dans ce Oui, Tipeee. le Tipeee, l'électricité. Il y a la douche écologique également. Les toilettes sèches, mais j'en ai fait des modèles intérieurs à compost que je me suis inspiré des Européens pour le confort des enfants la nuit, l'hiver, quand c'est la tempête. Je trouvais ça plus agréable, plus confortable un petit peu. OK. Parce que on dit qu'il y a 68 de la clientèle qui vient de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue et de ce chiffre, 85 sont venus de la France, de la Belgique. Ils sont d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont soit des gens vivant à Montréal, soit des Français, des Belges, des Suisses. Comme présentement, regardez, j'ai des Belges qui sont dans le Tipeee. Puis la dame est d'origine italienne. Ils sont venus en Abitibi pour visiter leurs enfants, que eux vivent en Abitibi depuis 1 an. Ils ont un visa de travail. Et j'ai beaucoup de cette clientèle-là. Puis même comme dans l'article que vous avez lu, j'ai pensé un jour que peut-être qu'il y avait une association de gens de l'Europe en Abitibi-Témiscamingue et c'était passé le mot. Parce que j'en recevais comme beaucoup. Puis beaucoup des mêmes quartiers à Val-d'Or. Le temps nous manque encore. Il y a tellement de choses. Alors, pour ceux qui aimeraient, vous pouvez appeler au 819-333-8613. Elle va dire qu'elle est partie en forêt, mais elle va vous rappeler. C'est sûr et certain. Madame Stéphanie, merci infiniment, puis continuez votre excellent projet, parce que je sais que ce sera jamais fini. Oui, non, c'est un mode de vie que je crée à tous les jours. Merci beaucoup, et bon succès à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.